Severus le vampire. La grande différence entre le roman Dracula d'origine et l'adaptation du Nosferatu au cinéma tient à ce que dans le premier, le vampire ne craint pas la lumière du soleil. Reporté à notre saga magique, on peut donc se demander si Rogue, évoluant parfois au soleil, est devenu vampire, ou s'il est né vampire, avec les critères d'origine de Stoker, si ses pouvoirs se déclenchent à un certain âge, ou s'il les a acquis, et si l'hypothèse d'impact entre Lily et Rogue n'aurait pas pu être juste de l'influence, type Legilimens ou Imperium, non contrôlée par l'adolescent Severus. L'hypothèse la plus probable qui s'est dessinée jusqu'à présent est que les vampires soient de deux natures, ceux qui naissent tels quels, puis qui se transforment après leur mort, et ceux qui sont tués et transformés par un autre vampire, des sangs impurs élevés à un statut royal. Ici, Severus serait dans le premier cas et aurait promis la transformation à Lily. Celle-ci, subjuguée, réduite à l'état de goule, aurait accepté, cru en Severus, et fait un pacte de type serment inviolable avec lui, la plaçant en quelque sorte comme sa gardienne, sa protectrice. Les serviteurs des vampires dans la littérature ayant comme rôle principal d'être les gardiens du sanctuaire de leur maître, à l'image du saule cogneur menant à la cabane interdite. Cherchant un moyen de briser ce pacte une fois Lily mieux informée, voire débarrassée d'une manière ou d'une autre par les maraudeurs de l'emprise du vampire sur elle, à l'image d'Arthur Holmwood dans le Dracula de Stoker quand il vient au secours de Lucie, cela aurait entraîné la colère de Severus qui aurait brisé le pacte en la rejetant, l'avilissant, lors de la scène où il la rabaisse au rang de sang de bourbe. Ce faisant, le pacte brisé entraîne la mort de Severus, et donc sa renaissance en tant que vampire. C'est là que le second serment inviolable, fait en miroir du premier avec Narcissa 20 ans plus tard, pour protéger Malfoy qui a insulté Hermione dans les mêmes circonstances, devient intéressant. En effet, Rogue, devenu vampire mais cachant sa nature, peut se permettre de promettre n'importe quoi puisqu'il est à présent immortel, et que seules certaines choses spécifiques peuvent tuer un vampire, dont on a parlé. La décapitation, le coup au cœur, l'argent, le feu. Métaphoriquement, ce qui à l'inverse maintient en vie dans la durée les vampires, hormis le sang, ce sont donc leurs forts sentiments. Et c'est cela qui met la puce à l'oreille concernant Rowena Serdaigle, morte de chagrin. Ce même chagrin qui tue aussi la fille, Helena, par la main du baron, désespéré d'être rejeté, à l'image de Severus envers Lily. Et ces forts sentiments sont ce qui, paradoxalement, s'ils sont trahis, entraînent une perte de contrôle chez les vampires et les transforment en prédateurs extrêmement dangereux, sans contrôle, à l'image du loup-garou à la pleine lune ou de la Vélane, emporté par la colère. Promettre de protéger Malfoy dans le cadre d'un pacte est donc un jeu sur plusieurs tableaux, tout au bénéfice du vampire, et où il ne risque pas grand-chose. Il gagne la confiance d'une dangereuse mange-mort, Bellatrix, et on a vu à quel point la confiance était importante pour la propre survie du vampire, au risque de voir sa fureur l'emporter, et donc dévoiler sa vraie nature. Puis il gagne le cœur de Narcissa, dont la famille a été humiliée, et dont on verra que c'est elle qui changera la donne en mentant au Seigneur des Ténèbres, ce qui fait un lien vers les méthodes de Severus, sa finesse toute vampirique en matière de mensonge. Mais encore, il peut dès lors se mêler légitimement de près à la tentative de meurtre de Malfoy sur Dumbledore, ce qui leur permettra d'anticiper beaucoup de choses et de mettre en scène la mort de Dumbledore, afin de sauver à la fois Malfoy, duper Voldemort et, notamment là encore, renforcer sa confiance en Rogue, ce qui permet au Legilimens un meilleur contrôle de lui-même face à un autre maître du mensonge. Ayant énuméré les moyens de détruire un vampire, on verra en détail qu'ils correspondent aux moyens de détruire les Horcruxes, ce qui fait un lien supplémentaire entre la saga et la thématique du vampire. Quant au feu, la réaction de Rogue lorsque sa robe prend feu est un des éléments qui a mis sur la piste du Rogue vampire, car elle est disproportionnée. Avec tout ce contexte, on ne s'étonnera donc pas que ce soit Hermione, réputée particulièrement douée avec le feu, qui enflamme la robe de Severus, et surtout que ce soit lui qui soit visé par un sort lui faisant perdre le contrôle de lui-même. On tisse ici un parallèle entre la notion de perte de contrôle versus la maîtrise de soi, d'une part, mais surtout, on établit encore des rapports entre Hermione, son père vampire, et la recherche de moyens pour le stopper, par sa mère, Lily. Si l'on continue sur les comparaisons Rogue-Hermione, on se souvient d'une des plus belles théories qui met dans la bouche de Rogue, lors de sa première rencontre avec Harry, un message codé avec le langage des fleurs, pour lui expliquer que son amour et ses regrets iront éternellement envers Lily. Ironie de la chose, Hermione est présente à ce moment-là, en retrait. Savait-elle à ce moment que Rogue était son père, que Lily était sa mère? Si oui, à quoi pense-t-elle quand elle entend le message codé de Rogue à Harry concernant l'amour de Rogue pour Lily? On retrouve là ce paradoxe de Harry feuilletant l'album photo de Miss Figgs où apparaît peut-être Lily et que Harry ne reconnaîtra pas. Paradoxe qu'on trouve également avec Gélusor qui ignore que la bague des Gaunt contient la pierre de résurrection. Ce premier indice codé nous aiguille alors sur les autres jeux faits sur la base de ce langage lié aux fleurs. Autrement dit, ce que l'on nomme en alchimie le langage des oiseaux, à l'image de ceux qu'Hermione également aime faire apparaître autour d'elle, et qu'elle utilise comme arme contre Ron, quand celui-ci a des mots peu sympathiques à son égard. Manier le langage des fleurs n'est pas nécessaire ici pour comprendre, les liens sont très visibles.
La mère de Harry et Hermione se nomme Lily, qui vient des Liliacées, c'est-à-dire le lys. La fille d'Hermione se nomme Rose. Sa belle-sœur, mariée à un loup-garou, se nomme Fleur, simplement. Tout comme son statut de Vélan Harpie, ce nom la place en intermédiaire, dans un domaine particulier. Le mariage de Fleur et Bill soulèvera à son tour des questions concernant la famille Weasley vis-à-vis du vampirisme, et vient s'ajouter à une liste conséquente d'autres éléments troublants qui commencent avec le nom d'Arthur dans le Dracula de Stoker, Holmwood, le bois de chêne. Le soin du détail concernant le rapport entre les arbres et ces personnages n'est plus à démontrer chez Rowling. Cette information nous guide alors sur les baguettes. Et toujours en rapport avec le langage floral, on verra que le lys est surnommé le roi des fleurs, alors que la rose, elle, a pour surnom la reine des fleurs. Tout comme le basilic est surnommé le roi des serpents. Ce qui, dans le contexte encore, nous renvoie à une notion de sang royal, qui semble développée autour du vampirisme dans la saga Harry Potter, qui à nouveau fait un lien vers les Weasley, avec Ron et la chanson qui lui est dédiée lorsqu'il gagne au Quidditch, faisant de lui le roi des Gryffondors. Chanson qui nous rappelle une autre Helena, celle de Vampire Diaries, la reine du lycée, et ainsi qu'au titre d'une des nouvelles de Stoker, le château du roi. Accessoirement, un diadème est couramment l'objet qui définit une princesse, versus la couronne du roi et de la reine. Et dans la saga, celle qui permet la redécouverte du diadème du vampire Serre d'Aigle n'est autre que Luna, la lune. Ce qui place la lune en gardienne d'un secret. Tout cela nous parle d'un prince devenu roi en devenant vampire, marié à un lys, roi des fleurs, et donnant naissance à une rose, reine des fleurs. Le lys a encore des choses à dire. Sa symbolique relève d'une notion de fécondité, de maternité, de fertilité, d'abondance, mais surtout de résurrection. Et ces symboliques, on les retrouve également associées à la vigne. Vigne dont est fait la baguette, presque sans surprise, d'Hermione. On se souvient qu'on retrouve chez Rogue, comme chez Stéphane Salvatore ou Dracula, cette notion de voir en quelqu'un d'autre une femme qu'on a aimée et perdue. Mais du coup, cela associé au reste, nous parle aussi de la résurrection de Lily en pâton rond. Elle est en lui. D'ailleurs, plusieurs personnages voient Lily en Harry. Mais, étrangement encore, Sirius, lui, y voit James, qui était comme un frère. Si on se reporte au schéma de Louis et Lestat à propos de Claudia chez Anne Rice, mais aussi de Jonathan et Dracula à propos de Mina, d'Arthur Holmwood et Dracula à propos de Lucy, on en vient à James et Severus se disputant Lily, tout comme Stéphane Salvatore et son frère Damon se disputent Helena. Peut-on alors imaginer que Sirius ait été également en conflit avec James à propos de Lily, une fois celle-ci libérée de Severus? Un autre parallèle du même type s'impose, la place de Hermione entre Harry et Ron. Celui-ci notamment se sent mis en compétition, et la manipulation que tente sur lui le Horcrux Médaillon n'est pas anodine. Et surtout, à présent, une nouvelle question étrange se pose. Le deuxième enfant de Lily, Harry, est-il bien de James? Mais dans un cas de figure inversé au schéma avec Severus. Sirius serait-il le père de Harry, mais en étant lui parfaitement au courant? A-t-il fait un enfant à Lily par fraternité? Toujours dans ce souci d'échapper aux représailles de Severus, qui aurait pu s'en prendre à l'enfant de James, mais ne le peut pas s'il n'est pas de lui, puisque Lily se marie à James. Cet acte d'amour unique a-t-il renforcé le sortilège d'amour global de Lily par un amour fraternel? Au total, ce sortilège d'amour qui a protégé Harry et contribué à protéger Hermione ne serait-il pas, à l'origine, destiné à protéger Lily des pouvoirs de contrôle de Severus, celui-ci en ayant usé au point de faire un enfant à Lily? Sirius, James, Remus et Lily sont-ils parvenus à cette conclusion à l'infirmerie de Poudlard, au chevet de Lily après son accouchement, de la même manière que Hermione découvre l'amour que Ron lui porte à son chevet, dans le contexte de soins qu'il reçoit après avoir subi une potion l'obligeant à aimer quelqu'un contre son gré. Lavande Brown est-elle un écho du comportement de Lily avec Severus, exprimant un amour faux, disproportionné, adolescent? C'est un autre mystère qui mérite le détour, car effectivement, la perception que Sirius a de Harry est particulièrement biaisée, et il cherche à se comporter avec lui en père de substitution. Si on fonctionne comme le fait Rowling par les comparaisons par héritage entre le caractère et le physique, les cheveux noirs en bataille indomptable de Harry, ses accès de colère, son égoïsme parfois, son infantilisme, tiennent beaucoup plus de patte molle le sauvageon que de Cornedru le pondéré arrogant. Et ceci vient aussi se renforcer toujours dans le langage floral, car la variété de roses sauvages la plus répandue est l'églantier, surnommé le rosier aux chiens. Et magiquement, l'églantier a pour réputation de supporter toutes les formes de magie. Il s'adapte à tout, un peu comme Sirius, rejeté de sa famille, puis ayant survécu à Azkaban, puis à sa cavale pendant de longs mois, Opus, et enfin supportant d'être cloîtré square Grimaud sans pouvoir agir. Tout ça comme de voir son fils élevé par un autre. Ce rapport au rosier au chien, où l'on passe de la fleur au buisson, à l'arbre, trouve encore un autre élément de comparaison.
avec l'arbre généalogique floral des Black. Le rejeton de Lily est-il, comme Elena Serdaigle, sauvé de la morsure d'un serpent par un chasseur, en l'occurrence de rats? L'image du chien et du chat pourchassant l'animagus petit gros pendant des années est renforcée par ce parallèle entre le chien attendant patiemment son heure à Azkaban et le chat faisant de même à l'animalerie. Si on y regarde bien, les deux interviennent au même moment dans l'histoire, comme synchronisés. Ainsi également, ça pourrait venir alimenter la réflexion sur le pourquoi du choix de Petit Gros plutôt que Sirius comme gardien du secret des Potter. On peut d'abord penser que Sirius était effectivement trop impliqué émotionnellement dans ce cas de figure. Mais surtout, vient l'idée qu'il fasse partie du sortilège de protection des enfants de Lily. On peut imaginer que la mort du gardien du secret soit inévitable entre les mains de Voldemort, et cette mort-ci aurait pu remettre en question la protection, le rituel. Autant Petit Gros était le gardien de la demeure, autant Sirius était le gardien de Lily et James. Et par extension d'Hermione et Harry. Ce qui, globalement, place les maraudeurs comme les gardiens de Lily. On a donc Petit Gros, gardien de la demeure, Sirius, garde du corps, en donnant vie à Harry avec Lily, comme quand il s'interpose physiquement pour sauver Hermione, Harry et Ron du loup-garou, à l'image d'ailleurs de Severus au même moment. James, gardien du cœur de Lily, de son amour. Remus, gardien de la lune, des mystères des loups-garous, parti pour le compte de l'ordre du Phénix auprès de ses semblables, mais accessoirement peut-être aussi pour découvrir leurs secrets, pour se prémunir des vampires, tout comme Hagrid partira en quête de sa mère auprès des géants. On trouve un parallèle comme d'habitude avec une autre situation, celle de l'hypothèse attribuant à chaque fondateur de Poudlard un élément particulier du château. Ainsi, on sait que Rowena est à l'origine des escaliers mouvants, qui donne un premier indice que les autres fondateurs aient pu en faire de même, ailleurs, dans le château. Et en effet, Serpentard a créé la Chambre des Secrets. La pièce de Gryffondor est clairement le bureau du directeur, dont l'entrée est gardée par un griffon doré. Reste la grande salle commune et sa magie, son plafond, qu'on peut alors attribuer à Poufsouffle, dont la maison se situe au niveau des cuisines. On remarque un autre point commun qui mène à une autre situation. Chacun de ces lieux comporte les caractéristiques de plusieurs des fondateurs. Globalement, toutes les maisons sont protégées par un mot de passe. Idée venant sans doute de Serdaigle avec des variations, mais également le bureau de Gryffondor, bureau du directeur qui est accessible par un escalier mouvant, tournant. La salle commune du château a son ciel magique qui fait penser au Serdaigle, dont la maison se situe près du ciel. L'accès à la chambre des secrets est dans les toilettes, au lieu stratégique s'il en est. Qui plus est, les toilettes des filles, endroit privilégié où se tiennent des générations de conciliabules, de secrets, loin des oreilles des garçons. Les escaliers tournants desservent en particulier la maison Gryffondor, et il faut un certain courage pour les affronter. De l'histoire des toilettes, on en vient, via Dumbledore, à la salle sur demande, dont il soupçonne l'existence parce qu'il avait un soir un besoin pressant, et que la pièce lui est apparue remplie de pots de chambre. D'une certaine manière, la pièce fonctionne comme l'épée de Gryffondor. Il faut avoir foi dans les fondateurs pour la faire venir. Et cette pièce est capable de répondre à tous les besoins, dans le même schéma que le principe de répartition par maison, qui est censé répondre à tous les caractères. Ainsi, on en vient à la conclusion que la salle sur demande soit une création commune des 4 fondateurs, à l'image du sortilège ancien qui a protégé Harry et sauvé le monde au final, en le sauvant lui avec ses 4 gardiens, Remus, James, Sirius et Petit Gros, réunis autour de leur château, leur trésor commun, Lily. Malheureusement, la composition de la baguette de Sirius comme de celle de Rogue nous sont réputées inconnues, ce qui aurait permis d'envisager des parallèles supplémentaires. Cependant, on sait que celles de Lily et Ron sont identiques, en saule, ce qui encore fait un point intéressant à la liste concernant les Weasley, en les plaçant aussi dans un statut de gardien sur le chemin des hybrides, à l'image du Saule-Cogneur. Si l'on reste sur le rapport entre les chats et le thème du vampire, un élément supplémentaire vient se coller à l'ensemble. Les assiettes aux chatons d'ombrage sont-elles un rappel de type chat, Rogue, nourriture? Une allusion au fait que Rogue n'est pas spécialement représenté en train de manger dans la saga, au fait que la mignonnerie des chatons d'ombrage n'est qu'illusoire, qui irait dans le sens des vampires capables de faire semblant de s'alimenter pour donner le change. Par la suite, une autre mise en scène de ce type est faite, qui nous oriente vers les assiettes. En effet, lorsque Neville vient de tuer Nagini, il se met à table pour manger et pose l'épée de Gryffondor à côté de son assiette. Dans la théorie de base faisant de Rogue un vampire, le fait qu'il soit souvent comparé ou associé à la chauve-souris a donc mis sur la piste d'un rapport possible entre lui et le vampirisme. On a alors parlé de Rogue comme un possible animagus de chauve-souris. Mais il y a une nuance de taille. La transformation des vampires n'est pas le résultat d'un rituel magique comme dans le cas des animagi. Elle est inhérente à leur nature. Ainsi Rogue, mordu par Nagini, capable de ressusciter car immortel, a très bien pu se transformer en effet, une fois à l'abri des regards indiscrets, prendre un temps pour se refaire une santé, car une autre caractéristique des vampires est de pouvoir régénérer, puis partir, et laisser derrière lui ce chapitre de sa très longue vie de vampire, sans un regard en arrière. Il y a avec Nagini également une dose de liens mystérieux, dont un en particulier, qui laisse penser que Voldemort
avec le temps, a fini par voir un doute émerger en lui sur la nature de Rogue. Et il aura pris ses dispositions, justement, en choisissant Nagini comme dernier Horcrux. Toujours est-il que dans le plan de départ, les facultés légiliminces de vampire de Rogue sont probablement ce qui lui a permis de cacher pendant si longtemps au maître du mensonge Voldemort son rôle réel d'agent double. Et des mensonges de Lily, on en vient aux mensonges de Rogue, particulièrement sur sa nature de vampire, qui lui permet sans doute de survivre à l'Avada Kedavra, au même titre qu'au serment inviolable. La théorie de Rogue survivant à Nagini a été étayée en partant de l'idée qu'on ne retrouve pas son corps après la bataille, et que, en tant que maître des potions, il a pu anticiper que Voldemort retourne un jour son serpent contre lui, qu'il conduit alors à consommer régulièrement un antidote pour s'immuniser. Mais si Rogue est un vampire, et qu'on a pu voir que les méthodes pour les tuer sont très particulières, il est peu probable que le venin le puisse. Et c'est là qu'intervient le choix de Nagini comme indice d'un début de suspicion chez Voldemort, qui au mieux n'est que de l'anticipation du au cas où. En effet, le venin de la femme serpent ne tue pas directement, il est comme le Sectum Sempra. Il est hémophile, c'est-à-dire que la victime meurt de la perte de sang de ses blessures, car le venin les empêche de cicatriser. On le voit avec Malfoy, un tel état réduit la victime à l'immobilité, et c'est là qu'intervient le basilic. Herpo l'infâme a créé les Horcruxes, et on a pu penser que c'était pour pouvoir imiter les vampires, voire s'en protéger, qui sait. Peut-être qu'une fois l'âme répartie dans plusieurs contenants, la cible potentielle n'intéresse peut-être plus un vampire, un peu comme les détraqueurs qui aspirent l'âme. Cependant, Herpo a créé également une créature particulière, par magie, le basilic, dont le pouvoir consiste à pétrifier. Ce qui, vraisemblablement, doit être terrifiant comme perspective pour un vampire. N'importe qui de pétrifier suffisamment longtemps en viendrait à être libéré par la mort, mais pas un vampire. Une vie d'éternité, passée, changée en pierre, a de quoi les tenir éloignés de qui détient un basilic. Dans ce cadre encore, pas étonnant que Hermione compte parmi les pétrifiés, au titre des analogies entre les situations. Si on pousse la logique, parmi les premières victimes du basilic, on trouve donc le fantôme Nick, qui aussi nous offre ses parallèles vers les vampires. Et en associant les deux, finir en fantôme pour un vampire doit être particulièrement tragique, d'autant plus terrifiante l'idée de finir pétrifié sous forme de fantôme. Cette crainte du statut de fantôme vient à son tour étayer une autre possibilité, celle de la légende entourant la cabane hurlante, réputée être la plus hantée du pays. Légende alimentée par les maraudeurs. On nous mentionne dans l'histoire que c'est pour en tenir éloigner les gens, lors des transformations de Rémus. Mais dans ce contexte, cela explique, comme pour le basilic, que la présence de fantômes puisse tenir éloigné des vampires. Du coup, ça implique que les maraudeurs connaissaient la nature de Severus. Et autre parallèle intéressant, c'est que ça expliquerait tout du souhait de Serpentard d'avoir un basilic dans le château, et du laisser-faire en la matière de Dumbledore lorsqu'il s'agit de se mettre à sa recherche. Cette créature tient éloigné, en respect, les vampires, faisant de Poudlard un lieu plus sûr. Donc sur le même schéma, on peut assez facilement déduire que le choix de Voldemort pour un serpent au venin hémophile se fasse pour le protéger physiquement, comme garde du corps d'une part, mais aussi d'un éventuel vampire. Cependant, et c'est le point faible de Voldemort dans son arrogance, il n'a pas considéré qu'il pouvait n'en connaître que très peu sur les vampires, et soit ignorant de leur faculté de régénération. Rogue n'a donc pas pris d'antidote pour survivre au venin de Nagini, empêchant les blessures de se refermer. Il est lui-même l'antidote par sa faculté de régénération. Un autre point assez particulier concerne Rogue, qui le relie factuellement à Voldemort, et qui, encore, se réfère au légendaire du vampire. Voldemort et les vampires. Rogue et Voldemort sont les seuls à savoir voler dans les livres. Le choix scénaristique des films étant cette capacité à tous les mange-morts ou presque pour les distinguer du transplanage des gentils. Mais l'élément à retirer ici est la forme de brume prise par les mange-morts à cette occasion, faculté qui également relève des pouvoirs légendaires du vampire. Pas du troll ou de la chromantule, non, du vampire. Les créatures et leurs pouvoirs fantastiques ne manquent pas, et tout tourne bel et bien autour des facultés vampiriques à divers niveaux dans la saga. On l'a rapidement évoqué, mais un premier parallèle fort existe autour du thème du mensonge dans la saga. Et le plus évident est celui fait entre Grindelwald, l'autre maître du mal, et Voldemort. Le premier se revendique maître du mensonge, comme les vampires, et le second peut le détecter, comme les flaireurs. Les vampires seraient donc à la jonction des deux, d'où notamment cette nécessité de cacher leurs capacités aux autres, les dissimulant derrière une capacité connue des sorciers, la légilimencie, réputée difficile et rare chez les sorciers, ce qui là encore élève Rogue à un statut particulier. Ainsi, on peut se demander si Rogue, peut-être pour gagner la confiance de Voldemort, ne lui a pas appris cette capacité à voler par lui-même. On peut même imaginer que Rogue ait pu approcher Voldemort grâce à cela et gagner sa confiance. Gélusor étant fasciné par la quête de l'immortalité, Rogue a pu argumenter qu'il a mené des recherches à propos des vampires. On trouve d'ailleurs cette idée avec les livres sur les vampires présents dans la saga, comme Ma vie avec les vampires ou Le voyage avec les vampires.
ce qui rend plausible la démarche de Rogue. De là, et tout en cachant sa véritable nature, il aura pu argumenter auprès de Voldemort qu'au cours de ses recherches, il a découvert un des secrets des vampires, le vol. Peut-être par extension du principe d'initiation, les films nous proposent l'idée qu'ensuite, Voldemort ait lui-même enseigné cette capacité à ses fidèles. La simple connaissance de Rogue pour les vampires en les ayant étudiés ajouterait donc à la curiosité de Voldemort envers Rogue. Nous ouvrons une autre porte, encore plus terrifiante, et c'est peut-être celle qui est restée fermée au département des mystères. Sachant que c'est Rogue qui rapporte les propos de Trelawney à Voldemort, nous voilà avec la possibilité que depuis le début, Rogue ait manipulé Voldemort pour l'inciter à tuer Harry afin de se venger de Lily ou rompre ses défenses et pouvoir la récupérer si lui-même ne le pouvait pas. On peut même imaginer qu'il a anticipé que ses protections permettraient de détruire Voldemort. Mais Lily est morte. Désespéré, Severus aurait ainsi contribué ensuite à détruire Voldemort pour se venger d'une part, mais pour réparer son erreur envers son espèce, en contribuant à détruire un sorcier détenteur de secrets qui sont censés le rester concernant les vampires. Et tout ça vient appuyer un autre fait alors évoqué. Il ne doit sans doute pas y avoir pire ennemi qu'un vampire. C'est d'ailleurs le thème développé dans un autre roman célèbre traitant du vampirisme, Je suis une légende, où le dernier des humains en vient à la conclusion que l'espèce dominante est bien celle des vampires. Et ici, du coup, on a peut-être une référence à un autre des titres de Bram Stoker, At Last, le dernier. Pour situer tout cela, il est utile de revenir à la chronologie des faits. Voldemort part une première fois en Albanie à la fin de ses études, sur la trace du diadème des deux serres d'aigle, dont on a vu qu'elles étaient potentiellement des vampires. Ce faisant, comme Quirrell ensuite, il rencontre des vampires, ou au moins on entend parler. Peut-être même apprend-il là-bas qu'il y a un lien entre eux et les serres d'aigle. Voldemort revient en Angleterre, cache le diadème dans la salle sur demande. Comme on l'a déjà évoqué, l'intérêt de Voldemort pour l'Albanie, une fois le diadème trouvé, peut s'être renforcé par la présence de vampires dans le pays. En quête de l'immortalité, il aura un fort intérêt pour cette espèce. Bien que le diadème soit déjà dans la salle sur demande, c'est en Albanie qu'il se rend directement quand il est détruit la première fois par bébé Harry. Il y retourne donc bien pour une autre raison que le diadème. Intervient alors Quirrell, qui, comme Rogue a pu le prétendre auprès de Voldemort, ainsi que lui-même l'a prétendu auprès de Slughorn, se trouve en Albanie car il mène une étude sur la magie noire et notamment les vampires qu'il dit étudier de manière théorique. Quirrell revient alors en Angleterre. Il est d'une part particulièrement effrayé par les vampires, pourrait induire qu'effectivement, là où il a trouvé Voldemort, il a trouvé des vampires. Mais surtout, il est lui-même parasité, vampirisé par Voldemort. Pour filer le fil des comparaisons, Quirrell, serre d'aigle, revient alors en Angleterre. Il est d'une part particulièrement effrayé par les vampires, qui induit qu'effectivement, là où il a trouvé Voldemort, il a pu trouver des vampires. Mais surtout, il est lui-même parasité, vampirisé par Voldemort. Pour filer le fil des comparaisons, on a là un cerf d'aigle à deux têtes qui revient du pays de l'aigle à deux têtes, où est morte la fille, le rejeton, de la fondatrice cerf d'aigle. Puis, pour alimenter son parasite, il se mettra à vampiriser des licornes. Et ici aussi, Rogue va servir de lien intermédiaire entre ces faits. Quand Quirrell est de retour, Rogue lui-même est maître des potions à Poudlard. Ça pourrait être lui qui aurait donné cette solution du sang de licorne pour régénérer, renaître. Peut-être que c'est un autre secret de vampire que Rogue a indiqué à Voldemort, prétextant de ses grandes connaissances en potions magiques. Car quand Voldemort revient, il n'aura sans doute pas manqué de faire remarquer à Rogue que celui-ci n'est pas venu le chercher. Rogue alors a dû à nouveau gagner la confiance de Voldemort en lui offrant quelque chose, comme Lucius, plus tard, devra offrir à Voldemort ce qui est le plus cher aux yeux d'un sorcier, sa baguette, son pouvoir. Puis Voldemort, détruit une seconde fois par Harry, s'enfuit à nouveau. Ou en Albanie encore une fois. On reprend alors le schéma de départ, toute proportion gardée selon les circonstances. Un allié de Voldemort l'y rejoint, Petit Gros, mis sur la piste par d'autres rats. Parallèle qu'on peut faire avec les flaireurs qui informent Patenron Lily à l'animalerie. Puis intervient un sorcier en voyage, qui devient la clé d'un plan pour tuer Harry. Comme Quirrell, avec la pierre philosophale, Bertha Jerkins met Voldemort en marche pour intervenir via le tournoi des trois sorciers. Les références à l'Albanie ne s'arrêtent pas là dans la saga. En effet, un sorcier mange-mort puissant en est originaire, Antonin Dolehoff, et les interventions de celui-ci dans le récit sont également signifiantes. Il paralyse Harry, participe à la mort de Sirius, tue Rémus Lupin. Il a infligé à Harry, et plus globalement au sortilège de protection de Lily et des maraudeurs, les derniers actes capables de détruire ce sortilège de protection, en tuant les deux derniers maraudeurs et en paralysant Harry, comme le coup au cœur pour le vampire. Le nouveau retour de Voldemort d'Albanie apporte aussi une nouveauté. Il est accompagné de Nagini.